J'étais à la fois dans l'inconnu, complètement, ça c'est sûr. Même si je le connaissais par cœur, j'étais dans l'inconnu de la distance, de savoir comment j'allais réagir par rapport à ça. Et il fait peur, il fait peur parce que ça peut se passer plein de choses du début à la fin. Il faut être vigilant tout le temps, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Enfin, une erreur peut vite causer l'abandon, quoi, ça c'est sûr. Salut à toutes les trailers, salut à tous les trailers, c'est Nico et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Mais vous le savez, ce n'est pas qu'un podcast de trailers et de trailers, mais c'est bien évidemment ouvert à tout le monde, à tous les courants de pensée et à toutes les origines sportives notamment, ou pas d'ailleurs. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui un épisode encore une fois un petit peu particulier puisque il n'y aura pas un seul invité, mais sur le format, on reste une nouvelle fois sur le format 3 invités avec un co-animateur et un invité principal. Donc je vais vous présenter dans quelques secondes l'invité et le co-animateur du jour. Avant de passer à cette présentation, je souhaitais remercier toutes les Patreons et tous les Patreons qui me soutiennent et qui font en sorte que le projet puisse durer, parce que vous le savez, nous les podcasteurs, nous ne sommes pas payés ni par les plateformes de diffusion, ni par aucun moyen, mais uniquement par la générosité des soutiens. Donc si vous souhaitez faire en sorte de soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois, eh bien rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une traileuse vétérinaire de profession, originaire du Cantal, qui vit et exerce sa profession du côté d'Annecy depuis 2018. Elle participe à ses premières compétitions de trail en 2013 et gagne la CCC en 2014. Termine deuxième de la Transvulcania Format 74 en 2016, 2017 et 2019. Et elle est deuxième au classement général du Skyrunning World Series en 2016. Elle est également quatrième de la CCC en 2018, remporte le Marathon d'Écosse en 2017 ou le Meribel Trail en 2020. Elle détient également le record féminin de la traversée des Aravis en 2020. Elle met alors en pause sa carrière sportive en 2021 pour donner naissance à un petit garçon en juillet. À son retour et après avoir remporté le format 42 km du Trail de la Drôme 6 mois après son retour, elle se lance avec toute son équipe dans la tentative du record de GR20 qui traverse l'île de Beauté, du nord-ouest au sud-est et relie les villes de Calenzana à Conca. Ce chemin de grande randonnée considéré comme l'un des plus durs d'Europe, dont le record masculin est détenu par Lambert Santelli en 30 heures et 25 minutes depuis 2021, avait pour marque record féminine la performance d'Émilie Lecomte depuis 10 ans en 41h22. Mais c'était sans compter sur l'exploit retentissant que mon invité allait réaliser en l'abaissant de plus de 5h30 et en le ramenant à 35h50. Une performance qui a fait grand bruit dans le milieu du trail et de l'ultra-trail et dont nous allons parler en détail dans cet épisode. Comme d'habitude, nous allons parler de l'histoire de mon invité, de ses premiers pas de trail, de ses plus beaux et pires moments de sport et de bien d'autres sujets. Nous serons accompagnés dans cet épisode en tant que co-animateur par Adrien Séguré, mari, entraîneur et pacer de mon invité, qui est également le sélectionneur de l'équipe de France. Allez, après cette longue présentation, je vous laisse profiter de ma conversation avec Anne-Lise Rousset-Séguré et Adrien Séguré. Salut Anne-Lise et salut Adrien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver au micro du podcast. Comment allez-vous ? Et ça va bien. Merci, salut à toi. Salut à tous. Adrien, on ne se quitte plus, du coup. Tu apparais à peu près tous les mois dans le podcast en ce moment. Je suis vraiment désolé. Non, mais t'as pas à être désolé, c'est très bien. C'est très bien. Juste avant de commencer, bravo Adrien pour tous ces résultats fantastiques que vous avez obtenus à La Palma récemment au championnat d'Europe. Est-ce que tu peux nous faire un bref retour sur ça ? Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir vivre ça à côté d'excellents athlètes. Donc on a eu vraiment une super ambiance de super athlètes qui ont été costauds dans les courses et intelligents dans les courses. Parce que forcément quand tu pars qu'avec une équipe de 4, qu'il y en a 3 qui comptent pour l'équipe, ben forcément tu n'as pas trop le droit à l'erreur, tu n'as pas beaucoup de jokers. Donc non, ils ont été vraiment été excellents. Donc ravi d'avoir pu partager ça avec eux, ravi d'avoir pu partager ça aussi avec un staff extraordinaire. Et je pense que c'était le tout ce staff, ces athlètes qui ont permis de vivre une semaine d'échanges vraiment au top et avec un championnat d'Europe qui se solde avec 11 médailles trail
et course en montagne confondue. Donc c'est vraiment chouette. Je pense c'était difficile de faire mieux. Bravo en tout cas, félicitations encore une nouvelle fois. Et puis, comme tu nous en avais parlé sur l'épisode précédent, voilà, c'est une belle moisson de médailles. Et voilà, je suis content que votre travail est payé. Et bravo à toute l'équipe. Je t'ai contacté Adrien juste un petit peu avant qu'Annelise se lance sur ce défi ou même pendant, je crois. Et on avait décidé au départ de faire cet entretien juste après, et puis après réflexion, on s'est dit bon, on va laisser un petit peu souffler Annelise de tout ça, et étant donné que le planning est très chargé en ce moment, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, voilà, on a décidé de prendre un petit peu de temps et vous laisser un petit peu de recul. Donc merci énormément de m'accorder ce temps tous les deux, c'est un vrai cadeau que vous me faites là. Et donc Annelise, tu es bien évidemment l'invité principal du podcast, et Adrien sera le co-animateur. Donc tu pourras intervenir, Adrien, quand tu veux. Annelise, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, du coup, bonjour à tous. Je suis Annelise Rousset, du coup, j'ai 33 ans, enfin, ça c'est... Donc, un jour, j'aurai 34, mais bon. T'as encore 33 ans, c'est bon. C'est ça. C'est valable. On habite à Haute-Savoie, à côté de Torrent, à côté d'Annecy. Je suis vétérinaire dans mon travail et je cours, je fais du trail. Voilà. Belle présentation. Et maman avec Adrien du petit garçon, je crois qu'il y a 1 an. Qui a 1 an, exactement. Tu veux nous en parler plus précisément juste après. Annelise, ton environnement familial, ton environnement sportif, étant enfant, est-ce que tu peux nous en parler pour qu'on puisse commencer par le début de ton histoire? Oui, alors je suis née dans le Cantal, à côté de Saint-Flour. Mon environnement familial sportif, c'était pas vraiment un mot qu'il y avait dans ma famille. Non, mes parents sont absolument pas sportifs. Alors, très proche de la nature, j'ai toujours grandi à la campagne, dans un village. J'ai toujours été très proche dans les bois, à suivre mon père un peu partout, aux champignons. Très proche de la nature, mais pas du tout du milieu sportif. D'accord. Je faisais du cheval quand j'étais petite. Voilà, j'avais à la fois en centre équestre et à la fois j'avais mon petit cheval à la maison. Donc, mais loin de la compète, loin de tout ça, je faisais juste voilà, du cheval en rando à la maison et un peu plus sérieux en club. Et puis j'aimais courir, j'ai toujours aimé courir. Je crois que j'aime ça depuis que je suis toute petite. Mais j'avais pas du tout envie de faire de la compétition et même je refusais de faire de la compète. Donc la seule mini compète que je pouvais faire, c'était en UNSS parce que mes profs me tannaient pour aller faire les crosses et faire un peu l'athlé. Mais c'est tout ce que je faisais. Et même voilà, j'avais eu pour des propositions de faire un peu d'athlé un peu plus sérieusement, mais j'en ai pas vraiment envie de ça. Donc voilà, c'était une enfance équestre à la campagne, mais loin du milieu sportif. Dans un environnement, on va dire, sans être péjoratif, mais campagnard, au milieu de la nature, des frères, des sœurs, des filles uniques? Non, j'ai une petite sœur. T'as une petite sœur qui a 7 ans de moins. Ouais. Mylène, qui pareil, est pas très sportive. Elle aime faire se promener, elle aime courir un peu, mais elle est pas sportive. Un point de vue, une relation avec la compétition, donc absolument totalement absente. Comment dire, tes parents donc du coup étaient pas du tout dans le sport. La notion de compétition, est-ce que tu as souvenir à quel moment elle a commencé à venir un peu te titiller? Je suis pas sûre qu'elle m'ait vraiment titillé un jour. Non, jamais. Non, en fait, ouais, c'est un peu paradoxal parce que ce soit dans le sport, que ce soit dans mes études, j'aime aller au bout et j'aime essayer de donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est sûr. Ouais, que ce soit à l'école, que ce soit dans la course à pied, je suis un peu perfectionniste, on va dire. J'aime vraiment aller au bout, mais je suis pas compétitrice. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même, de me donner les moyens d'essayer de le faire, mais pas par rapport aux autres. Et je pense que ça a toujours été. Et pourtant, c'est paradoxal parce que, pendant mes études, ça a été des concours. Maintenant, il y a la compète au niveau du trail. Mais je suis pas sûre que ce
ce soit problématique en fait. Enfin, je sais pas, ça c'est Adrien qui comprend pas forcément ce point de vue, mais maintenant il le comprend, mais je suis pas compétitrice. C'est-à-dire que ta base de fonctionnement, c'est pas sur obtenir un résultat, mais plutôt faire les choses bien. C'est ça que tu veux dire? Si obtenir un résultat, mais pas par rapport aux autres, voilà, de donner le meilleur de moi-même. Mais ça c'est sûr. Après, et ça a été dans tout ce que j'ai entrepris. J'espère essayer de faire mon maximum pour arriver à un résultat. Mais après gagner, être devant, je sais pas si c'est ça qui me satisfait, loin de là. En fait, on a de manière générale, j'en ai parlé beaucoup avec Pascal Balducci, ce sont les motivations intrinsèques, toi, qui te guident, en fait. Tu réagis pas, tu te calques pas par rapport à l'extérieur, mais plutôt à tes sensations et à une notion de faire les choses comme tu le sens et de la meilleure des manières possibles. Je pense, en tout cas, ouais, j'essaye. Tu regardes Adrien pour lui poser la question. Adrien, est-ce que tu veux réagir sur ce sujet-là? Non, mais après c'est vrai qu'on est assez pas opposé là-dessus, mais un petit peu. Moi, j'ai un côté très compétiteur, ouais. Et c'est vrai que du coup, on est dans le même principe de faire de l'activité par plaisir, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai un côté très compétiteur. Quand il y a compète, j'adore ça et je peux être très compétiteur. Annelise, ouais, elle s'en fout quoi. Donc c'est donc c'est vrai que non pour la course à pied, bien sûr que quand tu vas en compétition et tout, presque elle aime autant peut mettre un dossard et y aller juste avec les copains. Donc voilà, ce sont des choses que moi j'adore ça aussi, mais c'est vrai que le côté compète me plaît un peu plus. Après bon, c'est bien dans un couple comme ça au moins on se crêpe moins le chignon quand s'il faut faire autre chose, au moins voilà. Même si un jour je suis mauvais, elle me laisse gagner, ça la dérange pas quoi, donc c'est bien. Vous ajustez, c'est bien. Tu disais tout à l'heure Anis que t'aimais courir. Qu'est-ce qui te plaisait dans la notion dans l'activité de course à pied, surtout quand t'étais enfant? C'est quoi qui te faisait vibrer? Je pense que c'est l'effort en soi, l'effort, ouais. Parce que je connaissais pas encore le trail, c'était pas connu encore le trail quand on. Mais t'en faisais comme beaucoup d'entre nous. Je pense, ouais, on devait courir dans les chemins, mais c'était l'effort, ouais, l'effort en soi qui me plaisait et clairement j'aimais, petite, j'aimais bien aller sur les crosses, j'aimais bien le demi-fond et l'effort en tant que tel me plaisait, ouais. C'est particulier cette vision des choses parce que vraiment on sent après quelques mots là que tu as une vision vraiment particulière de l'effort et de cette notion d'accomplissement qui est. Est-ce que tu penses savoir d'où ça vient? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont inculqué cette manière de voir les choses ou est-ce que c'est assez inné chez toi? Je sais pas trop répondre à cette question. Après, je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Il y a une part d'éducation aussi, mais je sais pas. Après, c'est peut-être ma façon ma façon à moi de voir les choses. Je sais pas. Je sais pas trop. Ouais. Assez philosophe en fait. Ouais, j'en sais rien. Je l'ai dit dans l'intro, tu es vétérinaire du côté d'Annecy, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, moi c'est intéressant à savoir aussi, ce qui t'a amené à choisir ce métier-là. Tu l'as dit, tu étais dans un environnement rural. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce qui t'a amené à à choisir ce métier? Alors petite, j'aimais les animaux. Il y a toujours cette réponse-là, cet argument un peu, mais ça c'est sûr. Voilà, toute petite, oui, c'était parce que j'aimais les animaux. J'avais toujours, j'avais mon cheval à la maison, je faisais du cheval. Il y avait des chiens, des chats à la maison. Après, ce qui vraiment m'a donné envie de faire veto, c'est pareil. En fait, j'avais mon oncle est éleveur de bovins et mon voisin qui maintenant est devenu mon mentor professionnel m'a pris donc il est vétérinaire et m'a pris assez rapidement avec lui un petit peu comme ça là sur certaines interventions. Et je faisais du cheval avec sa femme et clairement ouais c'était ça, je voulais faire ça et son métier me passionnait donc il m'emmenait dans les fermes, il m'emmenait à la clinique et j'ai toujours voulu faire ça.
J'ai de la chance que, alors c'est vrai que c'est un peu une vision entonnoir, veto, parce que on passe par un concours, donc on n'a plus trop, on est un peu déconnecté du milieu professionnel quand on arrive en classe prépa. Donc je me suis accrochée bien sûr à ma vision d'enfance du métier de veto, mais une fois que j'ai eu le concours et que je suis rentrée à l'école, j'ai vraiment pas été déçue de ce que j'avais envie, et clairement après d'avoir vu que la réalité du terrain en allant en stage, ben c'est ce qui me plaît. Et maintenant, au-delà de la passion des animaux, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est à la fois le côté quotidien, le contact avec les gens, le contact avec les éleveurs, et puis surtout ce côté où on touche à tout. Enfin, c'est du diagnostic, hein, c'est de la médecine, mais de la médecine où on touche à tout, et c'est ça qui me plaît en fait. On fait de la chirurgie, on réfléchit avec les moyens qu'on a et qu'on se donne, et ça me plaît, ça me passionne au quotidien. Le matin, je me lève, je sais pas ce que, je sais pas comment va être la journée, et ça, je trouve ça chouette, quoi. Tu exerces à un cabinet ou tu es entre guillemets libéral, tu interviens aussi un peu sur le terrain Alors c'est une clinique, mais ouais. Quand je suis en rural, je vais dans les exploitations. D'accord. En fait, techniquement, tout ce qui est chirurgie, les chiens, les chats, on consulte à la clinique. Donc, moi, il y a des journées où je suis à la clinique, où je fais mes chiens le matin et que je vois des chiens et des chats l'après-midi à la clinique. Et puis, les journées où je suis vraiment rurale ou quand je suis de garde, on m'appelle et puis je vais en exploitation et voilà. Il me semble avoir entendu dire que les études de vétérinaire c'était quand même assez, voire très compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi les études consistent, combien de temps elles durent, et puis quelles sont les principales difficultés liées à cette formation? En fait, la difficulté, elle réside dans le concours, en fait. C'est que on passe par les classes prépa. Alors c'est maintenant, avant c'était classe prépa veto strict, mais maintenant, et ça faisait 2-3 ans avant que moi j'intègre ces classes prépa, ils ont groupé les classes d'ingénieurs, ingénieurs agro, donc tout ce qui est ouverture sur les écoles d'ingé, les ENS et les écoles de géologie. Donc on a 2 années de cours en classe prépa qui sont des maths, de la physique, de la chimie, du français, même du français philo. 2 années de classe préparatoire. Ah oui. Ouais, on a 2 ans de classe prépa. D'accord. Qui sont dans la continuité du lycée, en fait. On n'apprend pas du tout le métier veto, c'est vraiment de la bio, de la physique, des maths de base. Et ça, à l'issue de ça, donc on passe un concours. Et ce concours, donc en fonction de nos souhaits et des places qu'on a, on intègre soit les écoles veto, soit les écoles d'ingé, les classes, voilà, toutes ces écoles-là. Et c'est clairement la difficulté de l'école veto, c'est ça, c'est ces années de prépa où c'est des années où on fait que travailler. On a beaucoup de pression parce que on a des examens en permanence, on a des notes au rabais, voilà. Et ça c'est assez difficile à vivre quand on a 18 ans, quoi. Donc clairement, voilà, l'école veto c'est dur par rapport à ce concours. Une fois que le concours est passé, l'école veto en soi, non, c'est des belles années. Ouais, le filtre à l'entrée est très compliqué, mais après c'est combien de temps une fois que le filtre est passé? C'est 5 ans minimum. On peut faire des spécialités derrière, mais sinon c'est 5 ans d'école. Donc toi, t'es spécialisé dans quelque chose ou c'est vraiment Alors j'ai fait un approfondissement dans ma dernière année vraiment sur les animaux d'élevage, donc les vaches, les brebis, les chèvres. Mais bon, maintenant en fait c'est plus en formation continue qu'on peut se spécialiser un petit peu. D'accord. Après voilà, là maintenant en ce moment je faisais des formations pour passer un DU en fait, toujours dans le milieu qui me plaît, donc dans l'élevage, mais on peut se spécialiser dans tout le long de notre formation dans un domaine particulier. Dans cette période d'études là qui dure d'après ce que j'ai compris à peu près 7-8 ans, la place du sport dans tout ça, c'était quoi? Pendant la prépa, elle était néant. On peut pas tout faire. Hein. Non, mais du coup, c'est pour ça aussi que, voilà, clairement, j'ai été très frustrée pendant ces années d'école prépa. Et j'avais vraiment à cœur de reprendre à l'école veto. Alors, l'école veto, on n'est pas vraiment comme en fac où il n'y a pas de structure sportive encadrée comme dans les sports universitaires. On peut aller avec les facs faire un peu de sport en universitaire, mais c'est pas très structuré. Donc, c'était plus nous, après, en tant qu'étudiants, voilà, on a envie de faire du raid, on fait du raid, on a envie de faire du rugby, on fait du rugby. Et en fait, est-ce que je te coupe, Anise, mais c'était où ta formation? À Toulouse. À Toulouse. Ouais. D'accord.
Donc c'est pour ça que tu me parles de rugby. Ok, j'ai compris. Ouais, par exemple. Et du coup, c'est comme ça en fait que vraiment j'avais à cœur de reprendre la course à pied parce que j'ai été clairement frustrée. Et là, à l'école, on avait un petit club raid. Donc c'était pareil, des étudiants qui organisaient ça. Et puis dans le sud-ouest, particulièrement dans le sud-ouest, il y avait pas mal de raids d'organisés dans le coin. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai repris la course à pied et que j'ai goûté au raid multisport avec les copains de l'école. Et après, la place du trail a commencé à prendre de la place parce que j'ai rencontré Adrien comme ça, en fait. Ah, voilà. On y arrive. Adrien, n'hésite pas à intervenir si tu le veux. Donc, raconte-nous un petit peu ton point de vue. Toi, tu nous as, dans l'épisode précédent, enfin pas précédent, mais pendant lequel on s'est entretenus tous les deux, tu nous as expliqué un petit peu ton histoire. Mais voilà, est-ce que tu peux nous situer un petit peu ta rencontre avec Annelise aussi? Justement, c'était sur ces petits raids justement qu'elle faisait avec son école veto. Mm-hmm. Et elle faisait un petit raid en fait un jour sur le raid nature 46 à Rocamadour, donc dans le Lot. Rocamadour, c'est bon. Et du coup c'était elle faisait ça et puis je l'ai vu passer sur une course d'orientation où elle était dans le bois chercher les balises et en fait je me suis pas retourné sur ses fesses en fait, c'était quand je l'ai vu passer en courant dans le bois, j'ai trouvé qu'elle avait en fait un pied, une foulée qui était assez extraordinaire. Et donc du coup, je suis allé tapoter sur internet pour savoir qui c'était. Déjà trouver le nom de cette jeune fille et de savoir en fait qui elle était et qu'est-ce qu'elle faisait, parce qu'elle avait quand même un pied où à faire envie à beaucoup d'écoles d'athlétisme. Donc je voulais savoir en fait ce qu'elle faisait. Et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose du coup sur son passé d'athlète. Donc du coup je l'ai contacté parce que nous en raid en plus faisait du raid à ce moment-là, on cherchait des féminines parce que c'est pas évident non plus et du coup j'ai proposé de faire un entraînement avec elle et du coup pour pas qu'elle croie que ce soit une embuscade avec sa coéquipière aussi. C'est malin ça c'est malin Adrien. Bien joué. Et voilà, donc du coup on était à Toulouse et on a fait un entraînement ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus, mais on s'est connus comme coéquipiers, comme amis pendant quelques temps et puis au bout d'un moment ça a dérapé quoi. C'est intéressant parce qu'on a parlé avec un des précédents invités qui nous parlait du raid multisport et effectivement cette propension à chercher dans les équipes parce qu'il y a obligation d'avoir une féminine en règle générale. Je crois que c'est obligatoire d'ailleurs. Ouais. Et donc toi, Annelise, tu étais l'athlète qui était recherchée dans l'équipe d'Adrien, quoi. Ouais, mais du coup j'ai pas. Après, on s'est rendu compte qu'en vélo, j'étais assez nulle. Donc, et sauf que le raid, il y a quand même beaucoup de vélo. Et du coup, on a orienté vers le trail. Mais, et j'ai pas eu l'occasion de faire des gros raids avec eux. J'ai juste fait des petits raids sur 2 jours avec, et même, on n'a jamais fait de raid tous les deux. Ouais, c'était avec ses coéquipiers. Mais, c'est comme ça qu'ils m'ont recruté. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, Annelise, t'en as parlé juste avant, de tes premiers pas de trail, à quel moment tu te dis tiens je suis en train de faire du trail, bon peut-être que j'en faisais un peu avant aussi, notamment dans le cadre du raid, mais à quel moment tu te dis là c'est vraiment du trail que je suis en train de faire? En fait c'est pareil, c'est encore avec Adrien où peu de temps après qu'on se soit rencontrés là, il organisait avec son équipe là, un 40 bornes nocturne, ça s'appelle le Trail des Rutaines. Donc déjà 40 km, c'était déjà pas rien, et de nuit. Et en fait il organisait une reconnaissance en Aveyron et il me dit tiens si tu veux tu viens à la reco et j'avais jamais fait au-delà de 10 bornes de trail, jamais de ma vie et j'y suis allée et on a fait 2 fois 45 ce week-end-là en fait. Ah oui c'était pas 40 c'était 90 pardon. C'était 2 fois 45. Oui, c'est un léger détail ça, c'est rien, c'est pas très grave. Moi là, fait 2 fois donc ça faisait 40. Donc elle qui avait toujours couru maximum 10 km au bord du canal du Touche à Toulouse, et là, elle s'est retrouvée à faire 2 fois 45 le même week-end. Et je pouvais absolument plus marcher. Je crois que j'arrivais plus à sortir de l'appart. Et c'est comme ça, je crois que j'ai fait mon premier trail.
Et du coup, je me suis inscrite, bien sûr, au Trail des Rutaines. Mais j'ai pas fait le 90 quand même. Tout ça, j'ai fait le 40. Elle a fait une 40 km nocturne pour son premier. Ouais, c'est bien, c'est bien. La progressivité, c'est bien. La difficulté dans la distance, nickel. Non, c'est bien. C'est à quel moment, à Nice, tu te dis, mais j'ai peut-être des capacités, j'ai peut-être des qualités qui peuvent permettre de, vu que toi t'étais pas dans la compétition, on a bien compris, tu te dis, je vais peut-être pouvoir me régaler un petit peu moi-même sur ce sport-là. Bah, c'est en faisant ça là que vraiment j'ai pris du plaisir à le faire. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça et que c'était vraiment ça qui me plaisait. Après, c'était abstrait. Je me rendais pas compte que déjà un 40 km c'était gros. Et puis monter de la distance, faire au-delà de ça, je savais pas ce que ça. Enfin, je pensais pas que j'étais capable d'aller jusque là. Mais c'est déjà clairement j'ai été séduite par les trails, quoi. C'est là que j'ai découvert et que ça m'a plu tout de suite. Après, d'aller sur des grosses compètes, d'aller sur des gros rendez-vous et puis d'augmenter la distance, ça c'est Adrien qui m'y a conduit, mais parce que je serais jamais allée toute seule. Mais c'est clairement parce que ça m'a vraiment séduit tout de suite que je me suis dit que c'est un truc que j'avais envie de faire, quoi. À quel moment, dans quelle mesure le raid t'a aidé à être, entre guillemets, performant dans les efforts un peu plus longs? Tu penses que ça a eu un impact? Non, je pense pas, parce que j'en ai pas fait assez. Pas fait assez? Vraiment des petits raids étudiants, enfin, c'était des petits raids, quoi, que je faisais. Donc, non, c'est pas le raid c'est pas comme Adri qui vient vraiment du raid multisport. Moi, c'était du raid. Du raidounet. Du raid. Exactement. Ouais, c'est du raid de la journée. Des petits trucs, quoi. J'ai jamais couru comme lui en Coupe du Monde, même si bon, j'ai failli me signer un papier, mais À quel moment tu te dis aussi, je suis assez à l'aise sur quand ça se rallonge les efforts. Je pense que tu te l'as dit à un moment, au tout début là, ces fameux 2x40. Non, là j'avais pas conscience de ce qu'après tout ça. Non, vraiment là, en fait, donc ça a été progressif. Les premières années, c'était c'est progressif. Donc, tu vas quand même aller vite sur le marathon, mais ça a été du distance marathon. Et on a commencé vraiment à augmenter en 2013 où j'ai fait les hospitaliers sur un qui était l'ancien Templier, donc sur un format presque 80 et 75 ans. Et c'est là, oui, qu'il y a eu un déclic de se dire, ouais, ça me plaît quand même cette distance-là. Et après, j'ai fait ma première Transvulcania et CCC l'année d'après. Et voilà, clairement, oui, j'avais pas conscience que je pouvais faire ça, mais c'est vraiment à ce moment-là où j'ai découvert c'était pas la longue distance, mais ça commençait déjà à avoir un peu de longueur, quoi. Ouais, parce qu'on le rappelle, mais dans l'intro, on le dit, hein, tu as remporté la CCC, il me semble. T'as fait de belles performances. Je vais commencer les questions qui posent la réflexion souvent. Si tu devais retenir une seule qualité te concernant dans le trail, ça serait laquelle par rapport aux autres? Allez. Alors, ça va être paradoxal parce que j'aime le technique, et je me fais dans le technique, et pourtant c'est peut-être plus sur le roulant et sur quand il faut allonger et quand il faut qu'il faut courir que c'est peut-être là mon point fort. Et pourtant, c'est dans le technique que je préfère. Est-ce que c'est pas la polyvalence ton point fort du coup? Je sais pas. Moi, si je peux me permettre là-dessus, Nico, ouais, je pense que moi j'étais persuadé de sa faculté à pouvoir aller vite, et c'est pour ça que j'ai essayé de la tordre pour pouvoir la mettre vraiment sur marathon à un moment donné, parce qu'elle a vraiment les qualités pour. Et en fait, sur le très très technique, elle passe vraiment très vite, et on l'a vu encore en Corse, comme on l'avait vu sur la traversée des Aravis, tout ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi avec la Corse, c'est en fait que sa plus grosse capacité, c'est pas où elle a pleine capacité sur le technique, sur le roulant et tout ça. C'est en fait la capacité à pouvoir adapter en fait son effort et adapter sa foulée en fait. Et je pense que je peux pas la comparer à un extraterrestre comme Kylian, mais c'est à autre échelle cette
cette capacité justement à pouvoir être costaud sur du court, comme sur du très long, comme sur du très technique, et en fait c'est la capacité à adapter totalement sa foulée en fonction du terrain et en fonction de la distance. Et ça, je pense que c'est une des très très grosses qualités que l'on peut avoir dans le trail. Et je pense que c'est ce qui, pour l'instant, qui est une grosse force en fait pour Anis. On va parler un petit peu plus entraînement du coup, parce que je crois que c'est toi, Adrien, qui suis Anis depuis des années. Tu penses que ces qualités, notamment d'adaptation, sont innées chez Anis? Ouais, ça on l'a beaucoup travaillé. En fait, à la base, ce qui est inné, c'est sa vitesse. En fait, sa foulée, sa vitesse. Ça c'était inné. C'est vrai que à la base, elle est capable d'aller vraiment très très vite. Et moi, même les premières fois où je l'ai vue en vitesse, ou sur des tests de sprint, on se retrouvait un jour avec le team, c'était Oxity Soldo à ce moment-là, où on fait des tests avec justement, il y avait un gars qui était athlète en fait sur piste et tout. Elle nous a tous mis l'amende en fait en sprint. Où elle allait beaucoup plus vite que tout le monde, sur tout ce qui allait être les 400 mètres et tout, que ça soit par les différents clubs qu'on est passé. Elle a toujours aimé aller frotter en fait devant avec tout le monde et avec les meilleurs mecs. Et je pense que c'est une de ses principales qualités. Après, l'adaptation vient aussi de l'intelligence de course qu'elle a et de la concentration qu'elle peut avoir en fait pour adapter complètement sa foulée et tout ça. Et ça, je pense que c'est une intelligence d'apprentissage, une intelligence de course. Maintenant, après, il y a un gros travail également sur la partie vraiment prépa physique, renforcement musculaire et tout ça, où on n'aurait jamais pu aller sur un projet comme le GR qui vient de se passer, avec seulement ses capacités, ses qualités qu'elle aurait pu avoir à la base. Et elle aurait été incapable musculairement de tenir, elle aurait été incapable de pouvoir en fait s'adapter en fait au terrain. Ça, c'était pas possible. Et ça, je pense que par contre, elle a su vraiment le travailler, même si la musculation c'est peut-être pas son plat favori, mais elle a su vraiment le mettre en place à coup de plusieurs fois par semaine pour pouvoir justement arriver en fait à ses fins et à sortir une grosse perf en fait sur la longue distance et sur le trait technique. On va en reparler plus en détail de ce GR20 parce que je crois qu'il s'est passé vaguement un truc récemment. Toi, Anis, de ton côté, cette relation justement avec Adrien en tant que coach, qui est aussi ton mari, comment c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Est-ce que ça se déjà c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que ça se passe bien? Et puis quel retour tu peux nous faire par rapport à cet aspect-là? Alors là, c'est un peu biaisé parce qu'Adrien est là, du coup. Tu veux que je balaye? Non, clairement, moi, j'envisage pas le trail sans lui. Clairement, c'est Adrien qui m'a fait découvrir, qui m'a fait courir. Donc c'est inconcevable sans lui. Et ça, il le sait. Et je pense que ça se passe bien. En tout cas, c'est pas jamais été une source de dispute ou de conflit entre nous. Je pense qu'il y a Kadri aussi qui finalement est capable entre guillemets de me coacher aussi parce que mine de rien, entre tous, je pense qu'on a une vie un peu à 1000 à l'heure et c'est pas facile. Et ça demande aussi des réajustements permanents et voilà, il y a quelqu'un qui est très proche qui peut le savoir, de me connaître aussi. Et je suis peut-être un peu bizarre dans ma façon d'appréhender le trail, mais c'est pareil. Je pense qu'il y a que lui aussi qui est capable de ça. Donc non, clairement, je pense. En tout cas, il y a une fois où il a voulu se détacher un peu et il m'a cédé à notre entraîneur. Ça a duré à peine 15 jours. 3 semaines, allez, 3 semaines. Mais non, pour moi, c'était pas concevable. Tu disais, vas-y Adrien, vas-y. Au bout de 3 semaines, elle m'a quand même dit, bon, comme tu veux, soit tu me reprends, soit sinon, c'est pas grave, si tu veux pas me reprendre, ben, j'arrêterai la course à pied, c'est pas grave. Oui, ben. Tu vois le chantage. Du chantage indirect. Tu disais que tu avais une relation bizarre avec le trail, Anis, est-ce que tu peux préciser? Non, je sais pas, c'est que de moi-même, je serais jamais allée prendre un coach, je serais jamais allée chercher une quête de structuration dans l'entraînement, ça me serait pas venu à l'idée en fait. C'est clairement c'est pour moi, je veux juste courir en fait et prendre du plaisir à courir.
Donc après, c'est clairement Adri qui après est responsable de tout le reste et qui structure et qui m'entraîne, mais et qui m'a pris goût à m'entraîner parce que j'aime m'entraîner, sinon je ne le ferais pas. Mais après, moi de moi-même, aller avoir la démarche d'avoir quelqu'un qui me coach, d'avoir cette démarche d'aller dans la compète et d'aller faire des circuits, ça j'aurais jamais, enfin de moi-même, je l'aurais jamais fait. Ce que ça donne comme impression, c'est que t'as pas réellement la conscience de tes capacités, si je peux me permettre, hein, c'est une petite analyse rapide, et que c'est Adrien qui te, entre guillemets, qui te fait prendre conscience que, ben justement, il y a de belles capacités en toi et qui te permettent de donner le meilleur de toi-même. C'est un peu ça, là? Je me trompe ou? Non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Parce que là, tu vois, on en est pour bien illustrer ça, on en est au point où elle vient de faire un GR et puis on parle de diagonale pour la fin de l'année et elle me dit non mais la diagonale je suis incapable de le faire. Alors voilà, c'est parce que j'en ai fait un que ça va marcher. Soit elle joue encore la fausse modeste avec moi depuis. J'ai pas l'impression. Je pense sincèrement que c'est ta personnalité, c'est la manière dont tu conçois aussi le sport qui est d'une grande humilité, et ça c'est tout à ton honneur. Pour parler un petit peu de l'organisation, donc vétérinaire, maman d'un jeune garçon, sportive de haut niveau, femme de sélectionneur de l'équipe de France. Anis, comment vous faites un peu là pour vous organiser dans tout ça? Il faut être très organisé. Ouais, c'est bon, voilà. Après, on a une chance d'avoir une nounou aussi qui est chouette. Non, après, concrètement, les journées, elles sont bien remplies, quoi. Quand moi, la complication, c'est mes gardes, en fait. Où si Adri est pas là, la semaine dernière où il était aux Europes, ouais, ça a été un peu chaud. J'étais de garde en plus le week-end. Mes parents sont venus m'aider, donc c'est pas simple. Après, le bébé, en tout cas notre petit, ça n'a pas vraiment, je trouve, compliqué par rapport à l'entraînement. Alors ça demande de l'organisation. Mais moi, je m'entraîne beaucoup, voilà, en semaine entre midi et 2 parce que ça me permet d'optimiser la journée. Je rentre pas, je continue la journée et comme ça, je vais pas aller courir encore le soir. Donc ça m'a pas perturbé, en tout cas qui est petit. Après, là, ça a été lourd par rapport à toutes les sorties longues parce que mine de rien, il a fallu faire des bornes et des heures aussi par rapport à la prépa GR. Donc ça, c'est sûr que c'était des fois un peu dur quand on a un petit qui a pas 1 an et que clairement on a envie de passer aussi beaucoup de temps avec lui. Ça, c'était des fois un peu dur de le laisser plusieurs heures avec une culpabilité de se dire là je vais m'entraîner au détriment d'être avec lui. Maintenant, j'essaye d'y aller aux heures off, c'est-à-dire pendant ses siestes pour essayer de minimiser le temps toute seule et sans lui. Tout ce qui est entraînement de qualité, de vitesse, la muscu, je le fais entre midi et 2, le soir quand il est couché. Et puis après, ce qui est plus complexe, nous, à gérer, en tout cas, c'est vrai que c'est ça, c'est tout ce qui est les aléas des gardes, où là, non seulement Adri, du coup, s'occupe du petit, et moi, c'est plus difficile, en fait, de caler des entraînements. Déjà, je peux pas m'éloigner de la clinique, et puis de 2, ça sonne à n'importe quel moment. Donc ça, c'est difficile à gérer. Il y a la gestion aussi de la fatigue, où là, clairement, on parle d'entraînement. Trouver du temps pour s'entraîner, on y arrive toujours. C'est toujours, des fois, c'est chaud, mais on y arrive toujours. Après, s'entraîner après une garde, c'est dur. S'entraîner alors qu'on n'arrive pas à se reposer, ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, on fait comme on peut, quoi. J'imagine, vu le tableau que tu viens de nous dresser, là, qui semble assez compliqué quand même, que on comprend pourquoi Adrien est vraiment le mieux placé pour organiser tes entraînements, parce que c'est lui aussi qui a les clés de l'organisation et qui sait, qui est vraiment dedans et qui sait de quoi il parle. Adrien, tu peux nous faire un petit retour sur cette organisation? Ouais, mais c'est vrai que c'est ce qui est, je pense, c'est ce qui est l'atout que l'on peut avoir ensemble, c'est de pouvoir savoir comment elle se lève le matin, quoi. En fait, c'est dans quel état elle se lève, comment elle est, de pouvoir réadapter en fait au jour le jour, parce que le problème c'est quand elle te dit qu'elle bosse tous les jours, c'est qu'en fait c'est 7h30 jusqu'à 19h30, 20h. Donc ça fait quand même des sacrées grosses journées où en plus il y a le côté physique parce que elle est des fois derrière les vaches en fait pour les vélages, pour les matrices, pour les trucs qui peuvent être très physiques aussi. Mmh. Donc ça il faut en prendre compte, il faut en tenir compte vraiment dans l'entraînement parce que forcément elle a une dépense énergétique qui est importante en fait au boulot. C'est un métier physique, donc du coup ça si on ne tient pas compte, on va sur le surentraînement ou on la blesse. Donc ça il faut le prendre en compte.
Et donc c'est vrai que du coup, il faut, on a 1 heure entre midi et 2 pour qu'elle s'entraîne. Le soir, quand elle rentre, elle veut, ce qui est tout à fait normal, elle va avoir le temps de coucher le petit à 20h. Et puis derrière, en général, elle repart. On a fait une salle de muscu dans le garage. Elle repart dans le garage. Elle repart faire une séance de musculation ou ce qu'on peut. Et c'est ça tout le temps. Et c'est vrai que du coup, c'est une vie qui est pas simple non plus. Et puis il y a les gardes de la nuit, quoi. Les gardes de la nuit, c'est le pire, je pense. Enfin, moi, c'est ce qui des fois, me met un peu plus en rogne et tout, mais c'est le pire. Et c'est vrai que du coup, pour entraîner une athlète comme ça, c'est compliqué parce que ça fait une moyenne à peu près de 50 heures par semaine de boulot, plus le petit, plus l'entraînement qui, pour si on veut faire un peu de haut niveau, forcément, il faut avoir des heures d'entraînement. Et là-dessus, rajouter du repos, il reste pas beaucoup de cases. Il n'y a plus de place. Plus de place. Donc, non, il y a de quoi s'arracher les cheveux un petit peu, mais après, voilà, il m'en reste encore. Donc, après, c'est un choix aussi. On voit très bien que la complexité de la chose, mais ça reste malgré tout un choix de vie aussi. C'est pour ça, quand on voit le cas d'Annelise et d'autres qui sont beaucoup dans ce cas-là dans le milieu du trail aujourd'hui, c'est qu'on voit tous les efforts. On va pas utiliser pour moi le mot de sacrifice parce que c'est un mot qui est trop important pour moi, mais les efforts qui sont faits pour arriver à ces niveaux de performance là, et quand on vous écoute, on voit vraiment la complexité de tout ça, quoi. C'est complexe, mais après, voilà, on s'adapte, quoi. Enfin, on s'adapte, et puis, c'est comme ça, on aime ça aussi. Ouais. Enfin, faut pas c'est vrai que on a besoin aussi de ce côté, on est speed, quoi. Je pense que c'est aussi, moi, je vois, c'est tout bête, mais là, quand j'ai 3 semaines de repos, j'ai le temps, c'est sûr. Et c'est vrai que quelque part, ce côté de vie où on a besoin d'être à fond, il me plaît aussi quelque part. Même si des fois, il serait un peu moins à fond, ça serait bien. Mais moi aussi, quoi. Ouais, c'est prenant, mais ça passe. Après, je pense que de passer aussi sur l'ultra, je pense que ça peut être plus intéressant dans le sens où là, on s'est fixé 2 courses par an et en fait pour les années à venir. Et bon, après voilà, on va choisir les belles courses. Enfin, pour vraiment se dire à chaque fois qu'on se déplace, on essaie de bien le faire. On les prépare correctement. On essaie de vraiment très bien les faire et on choisit les très belles courses parce qu'il n'y en aura pas 50. Mais voilà, au moins il y aura pas 50 courses par an, il y aura pas être tout le week-end sur des courses, des déplacements, parce que ça aussi c'est de la fatigue, donc ça il faut optimiser. Donc forcément, on est parti de ce principe-là, se dire on fait très peu de courses, par contre on essaie de bien le faire et on optimise nos déplacements, on optimise tout ça pour éviter en fait les surcharges de fatigue à côté. Très bien. Annelise, est-ce que tu peux nous parler de tes courses 2022 du coup là? Ma course 2022. Non, du coup, bon voilà, il y a eu le GR. Le GR, qui était une expérience incroyable. Et normalement, voilà, il y a la diagonale. Donc la diagonale officielle. Bon, très bien. Mais tu penses que tu vas arriver à la boucler ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Bon, allez, on passe au sujet, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. C'est ton record sur le GR20. Donc je l'ai décrit en introduction. Première question, Annelise et Adrien aussi, si besoin. Est-ce que tu peux nous donner les raisons qui t'ont poussé à lancer ce défi et quel lien as-tu avec la Corse? Quand c'est que l'organisation de ce défi a eu lieu? Le début. La première fois où on est allé en Corse, on allait faire le GR, comme pas mal de gens, parce que forcément, la Corse, c'est magnifique. Il y a plein de choses à faire, mais le GR est quand même sacrément chouette. Et on l'a fait en 4 jours et demi, tous les deux, avec nos sacs en autonomie. Et clairement, oui, ça a été le coup de foudre. Enfin, moi, j'en avais entendu parler. Bien sûr qu'on nous dit que c'est un superbe GR, que c'est un des GR les plus jolis. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce côté aussi alpin, aussi minéral et aussi technique. C'est vraiment un chantier et il est magnifique, vraiment. Enfin, il a tout, en fait. Il y a la montagne, il y a une grande diversité de paysages et vraiment, vraiment, le sentier en soi, enfin, le sentier, pas toujours du sentier, mais ce tracé-là, il est assez incroyable. Et j'ai été complètement séduite, en fait, à ce moment-là. Après, l'idée du GR, donc ça, c'était il y a 2 ans et demi maintenant.
Et en fait, vraiment, l'idée après de le faire en one shot, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Adri. Parce que moi, ça me paraissait totalement impossible. Mais voilà, après, oui, clairement, je pense que c'est lui qui a souligné l'idée, qui a soulevé l'idée. Moi, je dis ouais, après, ce qu'il représente, c'est ça. C'est sûr que finalement, il y a les courses, mais après, en trail, il y a peu de trucs qui font office de référence. C'est bête, mais s'il y a une place à un UTMB, quand il y a le plateau de l'UTMB, généralement, ça parle. Mais après, une traversée, un temps sur un terrain, en fait, ça parle peu, on sait pas trop. À part si, voilà, ou Sierzinal, c'est des valeurs ou c'est des références. Et finalement, le GR, dans des projets un peu off, il fait presque un peu office de référence. Et c'est pour ça qu'Adri, voilà, il me disait, mais franchement, non seulement voilà, ça te plairait, ça serait voilà, c'est tout ce que t'aimes, mais c'est vrai. Après, il y avait quand même le truc de ça fait 170 bornes quand même, mais ce côté, c'est structuré, c'est réglementé, il y a un temps de référence, il y a un cahier des charges, on va dire. Ça, c'était aussi le truc de se dire, bah ouais, pourquoi pas essayer d'aller faire ce défi-là. Donc c'est comme ça un peu que c'est né, c'est qu'à la fois par la séduction du parcours et puis par le côté c'est un sacré, enfin voilà, c'est un sacré défi quoi. Le GR c'est le GR quoi. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail avec nous sur la préparation de ce défi? Alors Adrien, pareil, hein, si tu veux apporter ton expérience là-dessus, mais comment vous avez préparé ce défi-là? Depuis quand? Est-ce que vous avez utilisé les conseils, l'expérience de par exemple Lambert ou Émilie? Est-ce que tu peux nous en parler, et Adrien aussi? Alors ça a été une grosse prépa, donc clairement Adrien a été plus qu'acteur, a été le chef d'orchestre de tout ça. Oui, alors clairement il a fallu y retourner, il a fallu y aller sur place, il a fallu le refaire. Alors il y a eu un petit difficulté en plus, c'est qu'il y a eu Faustin, donc il y a eu une grossesse au milieu, donc ça a été, le projet est né à peu près il y a 2 ans et demi, mais alors quand est-ce qu'on allait le faire, ça c'était plus incertain. Bon, la grossesse s'est bien passée, on est retourné en Corse quand j'étais enceinte, on y est retourné juste après en postpartum, j'ai refait le GR, et en fait c'est là vraiment où ça s'est concrétisé, et on s'est dit bon ben on va le fixer pour juin 2022. Bon, moi j'y croyais pas, mais Adri y croyait, donc on y va. Donc après, en termes de prépa, bon, ça lui revient, tout ce qui est prépa, c'est sûr que c'est lui clairement qui a tout préparé. Moi, j'ai couru, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Ça a été, voilà, déjà une grosse prépa, physique, hein, une prépa déjà de ma part. Après, il a fallu aller sur place. Il a fallu le reconnaître, le reconnaître. Oui, clairement, on est allé voir Lambert. On est d'abord allé voir Guillaume parce que c'est Guillaume Peretti, donc on connaît. Guillaume Peretti, ouais. Ouais, on le connaît depuis longtemps. Donc, quand l'idée nous a été soulevée, enfin, elle était vraiment, voilà, on a décidé qu'on allait faire ça. Il a bien poussé le projet, quoi. Guillaume, ouais, complètement. Il a été à fond depuis le début. Il nous a aidés et soutenu depuis le début. C'est vraiment Guillaume qui est aussi la clé de voûte corse, on va dire, du projet. Donc, en fait, tout ça, c'était au printemps de 2021. J'étais encore enceinte où, voilà, on a parlé à Guillaume et il a été à fond tout de suite. Et clairement, oui, Guillaume nous a beaucoup aidé. Il nous a aidé dans tout ce qui a été contact après avec les refuges, qui a été avec les bonnes personnes, parce que il y a la FFME aussi qui régit tout ça. Donc ça, c'est clairement Guillaume qui nous a conduit à avoir tous ces contacts. On y est retourné après, donc il y a eu le passage où après, 2 mois après avoir accouché, on y est retourné, on est allé voir Guillaume aussi, et il nous a aussi beaucoup aidé dans les temps de passage, dans l'analyse du terrain, dans l'analyse des temps, de tout ce qu'on pouvait optimiser. Et puis après, on a rencontré Lambert, mais en deuxième partie, en fait. Lambert, on ne connaissait pas trop, et puis voilà, on n'osait pas non plus forcément aller l'embêter avec tout ça, il était aussi encore dans son record à lui, et c'est vrai qu'on n'osait pas non plus aller le voir comme ça, mais le contact s'est très 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 bien passé avec Lambert, et maintenant je pense qu'on peut dire que c'est quand même un vrai copain, quoi. Mais ils nous ont énormément aidés et ils sont primordiaux, enfin c'est clair que sans eux c'est pas possible un tel projet, quoi, parce qu'ils le connaissent par cœur, JR. Adrien, de ton côté, au niveau préparation, pour ce défi-là, quels ont été les principaux axes de développement, surtout après une grossesse et après un accouchement? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur la préparation qui a été mise en œuvre? Et moi, ce qui m'a rassuré, en fait, c'est comment s'est déjà passée la grossesse, parce que déjà, en fait, c'est ce qui était
En plus, clairement, elle aurait été alitée pendant 9 mois, ça aurait été vraiment différent. On n'aurait pas tenté cette année, mais mais non, ça s'est vraiment super bien passé. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y a deux choses en fait. Annelise, elle va marcher sur le fait à se rassurer physiquement et elle va marcher en fait au feeling, à l'envie. Et c'est vrai que du coup, elle est tombée complètement amoureuse de l'île en fait. Et dès que pas que moi, mais dès qu'on lui parle un peu de la Corse, elle a des étoiles dans les yeux. Donc du coup, on a trouvé en fait l'axe motivationnel très facilement. Donc ça c'était un plus. Et vu qu'elle marche beaucoup à l'envie, c'était beaucoup plus simple pour proposer ce projet-là. Maintenant, elle a eu de la chance. Elle a couru jusqu'à 8 mois. Elle est arrivée relativement grosse la dernière fois qu'elle était enceinte en Corse et elle crapahutait partout. Donc ça se passait super bien. À quelques heures d'accoucher, elle était encore en train de faire le KV de Chamonix, donc du coup, voilà, tout s'était très bien passé. Alors on avait fait attention à ce qu'on faisait aussi pendant la grossesse, les intensités que l'on mettait pour pas poser de soucis aux petits à ce moment-là. Quand elle faisait les KV, on prenait les forfaits en fait de remontée mécanique, mais elle pour descendre, alors tout le monde montait avec et elle comme ça elle faisait les KV, elle redescendait en cabine pour pouvoir justement éviter d'avoir des secousses et tout ça pour pas prendre de risques. Donc on a pu conserver vraiment en fait un maximum d'entraînement relativement spécifique en fait et une musculation pour ça. Et du coup elle a fait aussi beaucoup de musculation en fait à ce moment-là. Et parce que pour moi c'était vraiment une clé super importante en fait la musculation, parce que le GR il y a pas un pas qui est dans l'axe. On a un angle et une amplitude musculaire qui est hors norme par rapport à ce qu'on fait habituellement. C'est très 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 éprouvant en fait musculairement, et donc il a fallu vraiment bosser dessus. Et c'est vrai que la grossesse est très bien passée. 10 jours après la grossesse, elle a repris le vélo. Ça se passait super bien. Donc après, elle était très très bien suivie par une kiné spécialisée au niveau de la rééducation de périnée. Moi, ça m'a permis aussi de voir cette kiné-là. Et on travaillait ensemble en collaboration pour ces programmes de prépa physique, pour pas faire l'erreur non plus, mais pour pouvoir remettre aussi au maximum en fait de prépa en fait à ce moment-là, reprendre la musculation, reprendre tout ça. Donc on n'a pas pu reprendre tout ce qui est vitesse, tout ça, en fait très vite, parce que il fallait qu'elle se remette aussi au niveau périnée, et le but du jeu c'était on cherchait pas ce qu'elle pisse dessus toute sa vie, hein. Donc il fallait faire attention à ça aussi, à ce côté santé, ce côté de préserver un petit peu Annelise en tant que femme et pas la voir que en tant qu'athlète. Donc il avait vraiment fallu faire attention à ça. Et en fait ça a été très vite, parce que bon, au bout de 2 mois, 2 mois après l'accouchement, on était en Corse, et elle faisait déjà, elle allait se promener sur le GR, soi-disant, mais elle se promenait un peu rapidement déjà, donc donc ça, moi je regardais, on en parlait un peu, mais surtout moi je regardais beaucoup en fait ce qu'elle faisait et à quoi ça pouvait correspondre, donc j'étais relativement confiant pour la suite. Et c'est là où on a décidé de monter le projet. Donc là on y est reparti, donc on a fait un gros hiver en fait avec pas mal de rythme, mine de rien, sur plat et en bosse. Donc pas trop de vitesse, mais après on a fait quand même pas mal de rythme. On a commencé un petit peu les tempos sur plat, mais par contre après on a travaillé beaucoup en montée. On travaillait pas très fort en descente pour préserver encore le périnée, mais par contre on avait un gros travail en fait de musculation à côté, et un gros travail de musculation excentrique aussi pour pouvoir prendre de la force excentrique pour être plus gaillarde en descente et plus résistante. Et on a vraiment travaillé là-dessus à fond. Et puis en fait, on est reparti en Corse au mois de mai, 2 grosses semaines où en gros, elle a refait 2 fois le GR, et en prenant vraiment les temps sur chaque section, et pour pouvoir vraiment affiner après, en fait le chrono, les estimatifs, et ça lui a permis aussi d'aller reconnaître aussi ses parties avec tous ses copains et pacers corse en fait. Donc ça a permis de bien avancer. Et puis on a chargé jusqu'à 2-3 semaines en fait de l'objectif. On a commencé progressivement à redescendre un petit peu et de surcompenser après sur les 2 dernières semaines.
Et je pense que ouais, le jour J, je pense qu'elle avait quand même une belle surcompensation parce qu'elle avait vraiment un très très gros rythme. Et donc après ouais, ça s'est super bien passé. Et puis je pense que elle avait été sérieuse dans ses recos parce que on avait estimé le temps avant à 10 minutes de ce qu'elle a fait. Donc je pense on s'était pas trop planté là-dessus. Super description, merci Adrien, c'était parfait. Donc Anne-Lise, j'aimerais que tu nous dises, alors, combien de temps sans sport pendant ta grossesse? Pas grand-chose. T'as dû compter les jours, je pense. C'est clair. Non, c'est vrai que ça allait bien. Donc, non, j'ai continué. Après, je faisais plus de pistes, je faisais plus de vitesse, mais j'ai fait du sport jusqu'à la fin. Jusqu'au terme jusqu'à l'accouchement, quoi, quasiment. Bah oui, parce que l'accouchement, ouais, on était à Chamonix, en fait, on faisait l'assistance aux copains. Normalement, le terme était le 14. Là, c'était le 4, enfin le 3. Juillet, c'est ça? 3 juillet, ouais. Donc, le 3 juillet, j'allais super bien. Le matin, je suis allée faire mon petit cavé, là. Et ça allait super bien. Et en fait, c'est le soir où j'ai commencé à avoir des contractions. J'ai fait les os à Cham. On est parti vite. Mais non, franchement, j'ai une grossesse qui s'est super bien passée, quoi. J'ai pu courir jusqu'à 8 mois. Après, c'était même pas par douleur, par mal de ventre, par contraction. C'était juste parce que je pense que ça devait faire pression sur... ça me faisait des crampes, en fait, sur le câble, sur le sciatique, et ça me faisait des crampes aux jambes. Mais du coup, je marchais. On est allé à Val d'Isère. Une fois, mon congé mat, j'ai jamais fait autant de dénivelé, quoi. Elle a un pic Strava au moment du congé maternité, en fait. C'est pas elle, en fait. Elle portait pas sa montre. C'est pas elle. Donc, ouais, il y a que juillet où j'ai pas couru. Je peux pas courir à juillet, mais sinon, non, j'ai pu, jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai pu faire plein de choses. Alors, juste pour info, on a planifié ça avec Blandine Hirondelle et Marion Delépierre, un épisode spécial sur ce sujet-là, sur la grossesse et le trail après accouchement. Donc, je suis très impatient d'enregistrer cet épisode. On voit, dans ton cas que, en gros, la grossesse, ça n'a pas été, c'est loin d'avoir été un handicap. Et presque au contraire, au niveau de la motivation, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a mis des doutes sur la réalisation de ce GR ou quel rôle ça a joué plutôt sur l'aspect psychologique? Sur l'aspect psychologique, non. Après, oui, forcément, il y a l'incertitude parce qu'on perd quand même les repères un peu de son corps, quoi. Forcément, on sait plus trop où on en est. Après la grossesse, on n'a plus. En plus, il y avait ce côté-là où, comme je disais, on n'a pas de référence. C'est vraiment ça. Les seules références qu'on peut avoir sur un entraînement, même quand on fait les entraînements au quotidien, c'est bête, mais combien je fais sur 400, combien je fais sur 1000. Et ça, je pouvais pas trop le faire parce que je pouvais pas encore faire de vitesse pure pendant l'hiver. Les impacts, en fait, je supportais pas encore. Donc, il a fallu prendre le temps de faire ça. Donc, finalement, la seule chose déroutante en post-grossesse, c'est ce manque de savoir où est-ce qu'on en est physiquement, parce qu'on sait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais vraiment ce côté-là où je savais pas. Et c'est plus cette incertitude de où savoir où on en est, de se dire est-ce que c'est possible d'aller de tenter un projet pareil par rapport à ça. Après, il y a toujours la crainte aussi, c'est vrai, enfin, de pas faire de bêtises, de pas aller trop vite, de pas brûler des étapes. Ça, à chaque fois, j'arrêtais pas de le dire à Adri, à demander à ma kiné. Est-ce que tu crois que ça va le faire? Est-ce que tu crois? Parce que on est dans ce flou on n'a plus les repères de notre corps comme on pouvait avoir avant. Après, la motivation était là, ça oui. Le seule chose auquel on pense pas forcément quand on n'est pas encore maman, c'est plus après le côté psy de laisser le petit pendant l'entraînement. Ça, c'était le côté plus difficile que des fois, il faut se mettre un coup de pied aux fesses parce que voilà, on se dit mais là, je tombe dans l'égoïsme, je vais m'entraîner, lui il est pas là. Et d'un autre côté, voilà, je le faisais pendant les moments off et voilà, je pense pas trop pas trop. Ça, c'est vrai que même quand tu auras Blandine et Marion, je pense que on voit beaucoup ce côté physique parce qu'elles sont vraiment spécialisées là-dessus, toutes les deux, mais je pense qu'il faut bien penser, nous on l'a vu dans la préparation, le côté psychologique a été vraiment super important et devenir maman, ça change quand même énormément la chose en fait, et même pour une athlète, et ça il faut en tenir compte autant que le corps.
Sur l'aspect, j'aimerais rester encore un peu plus sur cet aspect psychologique. Du coup, t'as eu le sentiment, une fois que le petit était né, Annelise, de plus courir uniquement pour toi. C'est quoi qui s'est joué dans ton esprit à ce moment après? Bah oui, complètement. Forcément, après, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est le petit qui est la priorité de tout. Et cette espèce de culpabilité de se dire je vais à l'entraînement au détriment du petit, ça, c'est très difficile en fait. Alors quand c'est un entraînement d'1 heure, de 2 heures, c'est rien parce que voilà, c'est pendant la sieste, ça fait du bien, on s'échappe un peu et au contraire c'est bien. Mais voilà, moi ce qui m'a été compliqué en tout cas sur la préparation GR, c'est ces longs entraînements sans lui et que forcément avant d'être maman, on se rend pas compte. Et c'est ce qui est difficile après voilà, enfin il y a eu des périodes un peu compliquées de se dire non mais là je vais pas partir 6 heures sans le voir, quoi. C'est pas possible. Après, voilà, on s'est adapté. Enfin, Adri a fait beaucoup en étant au milieu, en venant avec nous, on les récupérer. Et ça a été hyper important. Mais ce côté-là est parfois un peu difficile. Et je pense qu'effectivement, devenir maman et faire sur toute la longue distance, c'est ce côté-là qui est difficile à gérer. Dans quelle mesure, après on arrête avec ce sujet-là, mais qui est pour moi, qui est hyper passionnant pour moi, dans quelle mesure tu te dis aussi, en faisant ce GR20 à ce moment-là, dans ces conditions-là, je suis aussi peut-être pas un modèle, peut-être le mot est un peu fort, mais je donne un exemple on peut faire plein de choses, même très rapidement après un accouchement, à partir du moment où on est suivi physiquement, quoi. Ouais, alors après, je veux pas non plus, je pense que chaque grossesse est particulière, même 2 grossesses chez une femme différente, ça va être différent. Je veux pas du tout être une donneuse de conseils ou quoi que ce soit parce que j'en ai ni je suis pas là pour ça et je peux pas le faire. Mais c'est vrai que d'expérience, en tout cas, moi, ça m'a vraiment, j'ai vécu ma grossesse de façon, en tout cas, je pense idéale. Enfin, ça s'est très très bien passé. Et c'est vrai que la reprise, je pense que la seule chose qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment de faire les choses de façon encadrée. Et c'est hyper important. Et de pas vouloir brûler les étapes et de surtout se faire encadrer. Après, voilà, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où ça s'est bien passé, j'ai pu reprendre plus vite. Il aurait fallu peut-être plus de temps pour certaines femmes dans d'autres circonstances, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être encadré, ne pas brûler les étapes et se faire guider. Et par contre, c'est possible. Voilà, rien n'est impossible, ça c'est sûr. Il y a pas c'est pas un obstacle après. Il faut pas. En tout cas, je pense que tout ne s'arrête pas et loin de là, on peut faire plein de choses. À condition d'être suivi. Mais je pense, ouais. En tout cas, je pense que c'est vraiment important. Ouais. On va revenir un petit peu à l'organisation de ce projet-là. Au niveau météo, ça s'est passé comme vous le souhaitiez. Vous avez déterminé une date et puis ça s'est accolé. Comment ça s'est passé? Et puis, excuse-moi, mais est-ce que vous avez travaillé avec un météorologue sur place ou pas du tout? Ouais. On a eu la chance d'avoir un super météorologue pour ça, qui est Didier Lannes, qui est le frère de Michel, non? Voilà, pas si inconnu dans le milieu du trail parce que son frère était un grand trailer aussi. Enfin, moi je dis était parce qu'il a pris sa pseudo-retraite l'an dernier, mais bon, il a toujours une belle activité. Donc non, du coup c'est Didier qui est météorologue. Lui à l'armée d'air en fait, et qui travaille aussi beaucoup comme météorologue dans le sport, et qui développe beaucoup là-dessus. Et voilà, moi j'ai fait appel en fait à Didier par rapport à ça, qui a été génial. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a déplacé en fait la date d'une journée. Nous on l'avait prévu en fait le 14. Alors pourquoi le 14? C'est parce que le 14 c'était la super lune, donc c'était le moment de l'année où la lune était pleine et le plus près de la Terre. Donc, on avait la plus grosse luminosité pendant la nuit. Et on l'a déplacé d'une journée parce que il était moyennement confiant sur peut-être quelques orages en fait possibles en altitude. Voilà, sur le 15 et voilà. Donc du coup, on s'est dit si on part le 13, on fait 13-14, ça joue et il a fait un poil moins chaud peut-être que le 15. Donc du coup, on l'a déplacé comme ça. Mais en fait, à partir de J-10, on avait un topo tous les jours et ce qui nous a permis de prendre la décision à J-5 du déplacement de date et après même pendant le GR, en fait, Didier nous faisait des points toutes les 3 heures pour
aussi pouvoir adapter au niveau des vêtements, tout ça. Donc il a été vraiment, vraiment génial. Anne-Lise, est-ce que tu peux nous parler de comme le disait Adrien, tes copains paisseurs? Combien étaient-ils? Comment se sont-ils relayés? Comment tu les as triés sur le volet ou pas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, c'était mes copains, déjà. Voilà. C'est important, c'est les copains. Ouais, ça a été vraiment une aventure de copains. Donc, en fait, voilà, on était 12 personnes à se relayer. Donc, voilà, il y avait les copains corses, qui sont les clés de voûte. Donc, bien sûr, il y a Guillaume, il y a Lambert, il y avait Augustin, et il y avait aussi 2 coureurs du club d'Ajaccio qu'on connaît un peu moins, enfin, que je connais un peu moins, mais qui nous ont beaucoup aidés sur le projet. Donc, voilà, ça, c'était les locaux. Et après, c'était mes copains très proches, des copains d'Aveyron, des copains maintenant d'Annecy, et ça a été vraiment eux qui m'ont accompagnée. Donc voilà, après par rapport donc aux locaux, forcément Lambert lui habite en fait pas très loin de Calanzane et il connaît la partie Calanzane-Ascaux par cœur. Donc voilà, le choix de Lambert sur le début, ça a été clairement parce que voilà, c'était rêvé. Après Augustin et Guillaume ont fait la partie donc Ascaux jusqu'à Verdé et jusqu'au Vergio, et après Guillaume a continué jusqu'à Vizavone parce que voilà, Guillaume pareil, il a été dans tous les projets, je pense, depuis son record et tous les tentatives de record, il a été présent. C'est la partie qu'il connaît aussi, où il a toujours fait pacer aussi sur ces parties-là, et c'est chez lui, il habite dans la Corté et il connaît la vallée de la Restonie par cœur, et donc c'est voilà, pareil, hein, il a été d'un soutien incroyable. Et après, voilà, c'est clair que c'était mes copains proches, notre témoin de mariage, nos amis les plus proches, quoi, qui nous ont accompagnés. C'était limité à deux pacers simultanés, me semble-t-il, si j'ai bien lu? Ouais, ça c'est quoi? C'est réglementairement ou c'est toi qui as voulu ça? Non, c'est réglementairement depuis l'année dernière. Ils ont fait depuis cet automne, là, la FFME a rajouté ça dans le règlement. Mais alors, je pense excuse-moi, Nice FFME, tu peux. C'est la fédération de montagne, en fait. D'accord. C'est eux qui régissent les tentatives de record. D'accord. Donc, il y a un règlement qu'ils ont fait, qu'ils ont eux établi, où il y a le tracé, parce que c'est 95% du tracé du GR actuel, mais il y a les portions de l'ancien GR, parce que les premières tentatives de record ont pris ce tracé-là. Donc ça, c'est très bien marqué sur le règlement. Ils ont fait des contrôles pendant la course. À la fois dans le tampon des refuges, mais aussi il y a eu des contrôles inopinés par les agents de la FFME. Et ils ont changé. Donc voilà, ça c'était pas le cas quand c'était Lambert, quand c'était François, quand ça a été Xavier, où il n'y avait pas du tout de limite sur le nombre de pacers. Et là, ils ont voulu limiter pour l'équité en fait de tout le monde. Et je pense moi que c'est bien parce que on était dans notre petit cocon, dans notre bulle. Et franchement, moi, j'ai vraiment apprécié ça, le fait qu'on soit tout le temps que trois proches en plus. Et ça, je pense que c'est bien d'avoir changé ce règlement-là. On voit clairement, hein, alors moi c'est un avis perso, je connais pas du tout le GR, je suis jamais allé. J'ai l'impression que tu le disais aussi un peu en début d'épisode, mais ce GR20 il fait date, il fait référence d'un milieu du trail. Mais en Corse, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Grand Raid à la Réunion, quoi. C'est un événement culturel de l'île. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui t'es confronté là récemment? Les Corses, oui, c'est leur joyau. Alors oui, clairement, hein. Pour les Corses, ça a une valeur qui est au-delà de tout, ouais, c'est clair. Il y a une grande ferveur, en fait, et un grand respect de ce GR. Ouais. Bon, ça leur apporte beaucoup, mine de rien. Ça apporte beaucoup de tourisme. Bien sûr que la Corse, elle a plein d'atouts charmes. Il y a pas que le GR, mais l'été, enfin, pendant la saison vraiment d'ouverture du GR, il y a quand même vraiment beaucoup de randonneurs. Donc oui, ça a une grosse valeur. Ils sont très attachés à leur sentier. Vraiment, les locaux et que ce soit les gardiens de refuge, les agents du parc, tous ont conscience aussi de la valeur du GR et de la difficulté qu'il représente. Et oui, il y a un grand respect pour ce sentier, il y a une grande fierté aussi par rapport à eux. Donc ouais, ils en sont très très fiers de leur GR. Adrien, la difficulté première dans l'organisation de ce record là, c'est quoi pour toi?
Je sais pas si c'est vraiment une réelle difficulté, mais déjà il faut, je veux pas dire il faut apprendre le corse, mais il faut savoir s'entourer aussi, se faire accepter par les locaux. Et je pense que c'est pas, voilà, il faut pas arriver fanfaronner et ci et là. Nous, quand on arrive là-bas, on n'est rien en fait. Hein. Voilà, on est deux touristes qui viennent faire une fois le GR et on tombe amoureux. Bon, c'est cool, il y en a plein des comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester à sa place, être ouvert, aller vraiment de l'avant vers les locaux. Et c'est vrai qu'après, quand germe le projet, il faut pouvoir en parler un petit peu aux bonnes personnes sans expliquer. Ouais, nous on aimerait bien venir et démonter le record. C'est absolument pas ça. Il faut savoir rester humble en fait et vraiment à sa place. Donc voilà, c'est à discuter. Dès qu'on l'a fait, on a vu que c'était quelque chose d'extrêmement difficile. C'est vraiment, on se rend pas compte. Souvent on dit ouais c'est technique et tout. Franchement je connais pas grand chose en fait d'aussi technique en fait et d'aussi dur que le GR20. Et des fois on le sous-estime un peu trop, je pense. Mais donc je pense qu'il faut vraiment voilà laisser le GR où il est. Le respecter déjà, et si on respecte le GR, on respecte la Corse aussi et ses habitants. Donc ça, je pense que c'est la première chose en fait à faire. Et c'est en ayant, je pense aussi ce comportement-là qu'on peut se faire voilà accepter aussi par les spécialistes en fait du GR qui sont les coureurs corses, coureurs ou voilà, ou les randonneurs, ou les agents du parc, les gardiens de refuge, tout ça. Tu vois, c'est des liens. Hein. Ce matin encore, j'ai eu justement Mathieu, le gardien du refuge de Caroud, qui m'a appelé pendant une demi-heure. C'est génial en fait. C'est des liens que l'on crée et ça c'est super important. Sans soutien des Corses, je veux pas dire impossible, mais pas loin. Plus compliqué quoi. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, ça a été en fait la première chose à faire, et du coup de s'entourer vraiment de ces personnes-là et de pouvoir après avoir les bons contacts, parce que bien sûr, comme Alice le disait tout à l'heure, il faut avoir le contact du président de la ligue Corse de la FFME. C'est après. Comment on peut joindre le parc, comment on peut joindre les refuges, comment se faire accepter là-dessus. Enfin là, c'était incroyable. Dès qu'Anis passait à un refuge, les refuges l'attendaient, il lui avait préparé un ravitaillement sur les tables, il y avait de la musique. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. C'était incroyable. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, la première des choses, c'est ça. Avant de planifier quoi que ce soit en fait sur les distances, les temps, les ci, les là, ça c'est secondaire en fait. Mais déjà au début, c'est arriver en fait à tisser un petit peu sa toile et avoir tout le bon réseau. Et en fait, donc au début c'est une difficulté, et au fur et à mesure en fait ça devient un vrai plaisir, parce que du coup ce réseau-là devient des vrais copains, et du coup tout devient beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'au début c'est difficile de trouver un numéro, à la fin c'est vachement plus appréciable d'aller boire une pietra en fait pour pouvoir affiner le projet. Donc je sais pas si on peut appeler ça difficulté, mais c'est une petite contrainte quand même au début, à savoir voilà comment s'y prendre et comment essayer de bien s'y prendre pour pouvoir avoir toutes les clés du GR. Après surtout c'est aussi je pense d'un point de vue extérieur, c'est aussi pas arriver avec les gros sabots et dire je vais faire le GR20, je vais essayer de claquer le record pour claquer le record, et comme tu dis, surtout respecter le GR en lui-même, et pas que ce soit un étendard d'images ou d'images, enfin de publication Instagram quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Annelise, mais il a fallu quand même montrer votre intérêt réel pour ce GR quoi. Ouais, complètement. Non, je trouve ça normal, mais c'est vraiment important de le souligner quoi. Et puis c'est respecté, parce que là c'est passé, elle le retenterait un jour, ce qui est absolument pas au programme, mais elle le retenterait un jour. C'est loin d'être sûr de pouvoir le passer en one shot. Hein. Honnêtement, il faut donner beaucoup de respect là-dessus. Et même nous, hein, elle avait beau être en avance sur le record, moi tant qu'elle n'était pas à Bavela, j'étais vraiment tendu quoi. Enfin c'est vraiment, il peut se passer tellement de choses, c'est tellement dur, ouais, il y a ce côté ultra trail quoi, et en plus
ouais, se gère, quoi. C'est dur. C'est dur, même pour les personnes qui vont le faire soit en randonnée, en le faisant en 16 jours, en 12 jours, ou ceux qui vont le faire en trail, même en 5 jours. C'est quelque chose, tout le monde dira que c'est quelque chose de très difficile. Alors, de toute façon, quand on voit que le dernier record date de 2012 et que personne s'y frottait depuis, c'est aussi, il y a peut-être des raisons. Hein. Enfin, en ce qui concerne les femmes, tout du moins, c'est que il y a peut-être aussi une grosse appréhension à vouloir s'y frotter. Hein. Ah, il fait peur. Anise, quel a été ton état psychologique avant de... on l'a dit, Adrien l'a dit que tu l'avais fait deux ou trois fois avant un repérage, mais tu étais dans quel état psychologique avant de t'y coller là, sur ce GR20? Ben, oui, il fait peur. Il y a une grosse envie. Il y avait une grosse envie, ça c'est sûr. Après, il y a plein de... J'étais à la fois dans l'inconnu, complètement, ça c'est sûr. Même si je le connaissais par cœur, j'étais dans l'inconnu de la distance, de savoir comment j'allais réagir par rapport à ça. Et il fait peur, il fait peur parce qu'il peut se passer plein de choses du début à la fin. Il faut être vigilant tout le temps. On n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Enfin, une erreur peut vite être causer l'abandon, quoi. Ça c'est sûr. Donc c'était à la fois ce mélange de grosse envie de le faire, de peur et d'incertitude, quoi, d'inconnu. La peur, c'est pas aller jusqu'à la peur paralysante, mais plutôt sur un niveau d'excitation qui a généré plutôt l'envie de bien faire, quoi. Oui, ça m'a pas paralysé, mais bon, oui, forcément. Puis ce qui était difficile à gérer, mais ça c'est un peu normal, mais voilà, en sortant du dernier bloc de reco où on était sur place, où on était vraiment dans l'esprit GR à 100%, bah forcément, je suis rentrée, j'ai travaillé. C'était au moment aussi où, du coup, je devais baisser l'entraînement. Et là, il y a le doute qui se mêle parce qu'on est loin du GR, on sait plus trop et si on est prêt ou pas. Donc, mais ça, c'est une période qui est tout le temps comme ça, même avant un objectif. Mais là, voilà, le plus de la peur, c'était cet inconnu, en fait, de la distance, que je savais pas comment ça allait se passer non plus. Oui, parce qu'on le signale, mais t'avais jamais couru aussi long. Bon, forcément si dur, parce que je crois que ça n'existe pas, en fait. Mais t'étais vraiment dans l'inconnu ne serait-ce que du format, quoi. Ouais, complètement. D'habitude, je les pose les questions de manière générale, mais là, on va axer les prochaines questions, que j'aime bien, moi, uniquement sur le GR. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de GR? Ouais, c'est vraiment quand on était au-dessus sur des lacs de la Restonique, où on était c'était splendide parce qu'on était sur les heures de coucher de soleil et on a eu un accueil incroyable à la fois par les organisateurs de la Restonique qui nous avaient fait un petit ravito là au-dessus des crêtes improvisées et l'accueil à refuge de Petrapiana où il y avait tout le monde, en fait, tous les randonneurs qui nous attendaient. Ouais, c'était un peu fou là. À ce moment-là, à la fois le côté beauté du spectacle parce que c'était splendide à ce moment-là et cet accueil-là, c'est un très très beau souvenir. À qui tu penses à ce moment-là? C'est bateau, mais j'ai pensé au petit et Adrien tout le temps, ça c'est sûr. Plus à ce moment-là, je sais pas, mais ouais, j'ai pensé un peu à eux tout le temps quand même. Adrien, il me semble que tu as fait les derniers 17 km, hein, il me semble, un pacing, c'est ça? Ouais. Je me suis bien fait pourrir en plus par Lambert, justement, Santelli, dès le départ, parce qu'il m'a demandé si je paissais à Nice. J'ai dit oui, je ferai la dernière partie, et il s'est mis à rigoler. Il m'a dit ouais, mais toi, t'as peur de péter avant. En fait. Parce que je crois avoir lu quelque part que Lambert Santelli, qui t'a accompagné à Nice sur la première partie, je crois, ou ouais. Là, il disait que lui descendait déjà vite et que tu le poussais au cul. C'est ça c'est vraiment ça qui s'est passé? En descente, je précise. Non, il a dit ça, hein, moi j'ai lu ça quelque part. Oui, il me l'a dit, oui. Il me l'a dit qu'il fallait vraiment qu'il traîne pas parce que du coup, il avançait, il l'avait sur les talons en permanence, donc du coup il accélérait et continuait à pousser. Donc. Anise, est-ce que tu peux nous citer ton moment extraordinaire du GR20? C'est un moment unique lié au GR et pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Le délire sur les momies corses. Ah, vas-y, là je suis impatient.
Non, je crois qu'on va rester là. C'est vrai? Ah mince. Ça, c'est un délire entre Guillaume Peretti et Anis. Quel dommage. On n'était plus très lucides et on a rencontré une momie corse qui est une spécialité locale là-bas. C'est-à-dire? C'est les gens qui dorment par terre sur le chemin, dans leur sac de couchage où il n'y a que le nez qui dépasse. Voilà. Après, les dissertations dessus, les digressions, T'as pas eu d'hallucination? C'était pas une hallucination, la momie corse, c'était réel. Par contre, des hallucinations pour de vrai à la fin, j'ai pas eu. Enfin, si je voyais des formes bizarres, mais ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Mais ouais, à la fin, les formes des arbres devenaient des animaux, devenaient des bonhommes bizarres. Mais j'ai pas eu d'autres hallucinations vraies, quoi. Enfin, de vraies hallucinations. C'est juste qu'il y a des formes qui devenaient bizarres. Annelise, ton moment, qu'est-ce que je fous là du GR20? Ben, franchement, en fait, je me le suis pas vraiment posé. Il y a eu des moments très durs la nuit. La nuit a été dure, les moments de fatigue. Mais quand bien même, je me suis jamais posé cette question-là. Je savais que j'étais bien là, en fait. Tu t'es jamais dit mais qu'est-ce que je fous là? Non, jamais. Non. Ouais, donc t'étais vraiment déterminé, plus, quoi. Ouais, je pense. Si tu devais, donc là, tu imagines bien la question que je vais te poser. Est-ce que tu peux nous donner ton pire moment? Ouais, bah ça a été la nuit. La nuit où je tombais en fait de fatigue. Il y a des moments où vraiment je m'endormais sur place. Et il y a eu des moments où j'avais un peu mal au ventre, mais bon, ça passait, mais c'était un peu dur. Mais vraiment la nuit où ce besoin de dormir, ça c'était un peu dur à gérer. Qu'est-ce que tu en retires de ce moment-là? Tu penses que c'est lié à un manque de sommeil avant le départ ou? Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il y a forcément déjà il y a la fatigue physio. Je pense que du coup, je suis pas trop faite pour vivre la nuit. J'adore la nuit. Et puis peut-être dans la gestion, ça sera peut-être finalement j'aurais peut-être après avec des si on refait, mais est-ce que j'aurais dû m'arrêter si longtemps? Je me suis arrêtée que 20 minutes, mais peut-être s'arrêter un poil moins à Vizavone parce qu'en fait j'étais dans la lancée, ça m'a un peu coupé les pattes. Et j'aurais peut-être dû dormir un peu avant. En fait, ces 5 minutes de pause là que j'ai fait après, au lever du jour, j'aurais peut-être dû les faire avant, je sais pas. Bon, toi qui connais très bien les Alpes, le terrain corse du GR20, il est vraiment plus technique et vraiment plus dangereux. C'est vrai ça? Par rapport aux Alpes, oui. Il y a des portions qui ressemblent un peu aux Aravis. Ouais. La technicité. Après, c'est pas la même roche, mais sur Silon, en fait. Après, on n'est pas allé souvent dans les écrins. On y est allé une fois. Je comparerais peut-être un peu au terrain des écrins. En termes de cailloux, le Beaufortin peut s'y rapprocher, mais c'est pas si technique. En fait, c'est la difficulté, c'est qu'il y a pas de répit en fait sur ce GR. Ouais, et puis en soi, il n'y a pas vraiment de sentier non plus. Il y a plein de portions, à part entre guillemets les portions roulantes où il y a un vrai chemin. Par exemple, quand on est au lac de Nîmes, il y a un sentier quand même qui se dessine. Mais il y a plein de moments où les traces de GR, enfin déjà c'est tout bête, mais quand on prend un GR dans les Alpes, les traces de GR, elles sont sur l'arbre ou sur le caillou qui est à peu près à hauteur d'homme. Là, elles sont sur le chemin, sauf que le chemin, en fait, c'est vertical. On pose les mains plein de fois. Il y a plein de moments où on n'est pas du tout sur du sentier. C'est de caillou en caillou, c'est de bloc en bloc, c'est sur des parois. Il y a plein de moments où c'est des dalles. Et ça, il y a, en tout cas, j'ai peu d'endroits où c'est aussi technique, quoi, c'est clair. Mmh. Donc on confirme, c'est vraiment le chemin de grande randonnée, je pense, le plus dur. Il est considéré comme le plus dur d'Europe. Hein, je pense qu'on peut dire que c'est. Comment? Il fait partie quand même des sentiers durs. Même plein de moments, on se disait, mais avec des gros sacs de rando, franchement, c'est chaud, quoi. Vraiment, il y a plein de portions où les randonneurs qui ont. En plus, il y a plein d'étudiants ou de jeunes qui n'ont pas forcément l'expérience de montagne ou de la rando pure qui s'attellent à ce projet-là. Et franchement, il y a des moments avec des gros sacs, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Adrien, de ton côté, est-ce que tu as eu peur à un moment donné pour Annelise? Non. Totale confiance. Non, non, enfin, de toute façon, ouais, c'est très bien. De toute façon, l'ultra, il y a des passages bien, des passages moins bien. Et c'est pour ça que, même quand tu demandais tout à l'heure à Annelise, des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, elle n'en a pas spécialement eu parce qu'en fait, c'était tellement briefé avant, en se disant, de toute façon,
il y aura des moments faibles et il y aura des moments forts. Il va falloir juste les gérer. Mais en fait, même si on est dans un moment faible, obligatoirement, ça revient sur un moment fort après. Donc, il faut juste laisser passer. Et ça, c'est vrai que c'est vachement important. Et je trouve que l'entrée dans l'ultra qu'a fait Annelise est vraiment super important parce que du coup, psychologiquement, on a complètement saisi le truc. En fait, se dire, il y a des moments qui seront difficiles, mais il faut, on les accepte en fait. Ça fait partie du jeu. On les accepte, on avance et on sait que ça va. De toute façon, après, ça sera mieux. Et ça, elle a été vraiment exemplaire là-dessus et c'est très facile à dire quand on est dans ma position parce que moi, du coup, à part pas dormir, j'ai pas foutu grand-chose. Mais c'est vrai que. Oh, t'as couru 17 km quand même. J'ai couru 17 km, ouais. Et puis en plus, j'étais devant, je faisais le rythme. Bon, Alice, qu'est-ce que tu fous? Allez, attends. C'était la seule fois de l'emmener où je pouvais me friser. Non, j'en profite maintenant parce qu'on va courir après ensemble, juste après le podcast. Donc du coup, voilà, elle me le rappellera après, je le sais très bien. Donc j'en profite. Mais non, elle a su vraiment gérer ça et du coup. J'ai pas spécialement eu peur là-dessus. J'ai peut-être pas eu peur parce que je sais qu'elle a passé une nuit qui était pas bonne mais à ce moment-là, elle avait un matelas très confortable en fait sur le record. Alors c'est pas un jeu de mots, mais elle avait un matelas très confortable par rapport au record. Elle aurait aimé avoir un matelas très confortable, mais elle en a pas eu. Voilà. Alors que non, elle s'est assise entre trois cailloux couchée entre trois cailloux sur le chemin. Et elle a dormi 5 minutes, donc c'est qu'il devait pas être aussi confortable que ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qui m'a rassuré en fait dans ces moments-là. C'est je me dis voilà, ok, elle est vraiment dans le creux de la vague, mais par contre, voilà, elle a déjà 5 ou 6 heures d'avance, donc on craint pas trop logiquement là-dessus. Ça devrait quand même passer. Donc non, j'ai pas eu peur dans le sens où moi j'étais confiant, j'ai confiance en elle, je savais qu'elle était prête, donc ça devait aller au bout. Ouais. Et justement, Annelise, puisqu'on parle de la fin là, des derniers 17 km avec Adrien, à quoi tu penses quand tu arrives au terme de ce défi? Quelles sont tes premières pensées? Ou quelle est ta première pensée du moins? Faut pas se laisser submerger en fait, ça c'est dur. Parce qu'en fait, voilà, clairement, quand on arrive et qu'on sent que ça va arriver, ouais, il y a l'émotion qui monte quoi. Et c'est le truc d'essayer de tenir cette émotion vraiment, vraiment jusqu'au bout. Parce que malgré tout, même encore jusqu'à la fin, le dernier kilomètre, c'est de la descente. Il y a encore des cailloux partout, même si c'est un poil moins technique. Donc c'est à la fois le flot d'émotions qui arrive et qui est vraiment là. Quoi. La larmounette, elle commence déjà à monter, mais il faut se retenir et essayer de rester lucide de concentrer en tout cas jusqu'à l'arrivée. Donc ils sont un peu déroutants ces derniers kilomètres. C'est que voilà, il y a ce côté où il y a plus rien hein, physiquement, il y a plus rien qui tient. Mais il faut pas non plus se laisser complètement submerger en se disant c'est bon parce que jusqu'à la fin, il peut arriver d'être encore encore quelque chose. Quoi. Donc ouais, c'est à la fois on prend conscience mais on essaye de retenir. Ouais, maîtrise jusqu'à la fin quoi. Merci à tous les deux pour tout ce partage. Annie, si tu devais retenir une image de ce GR20, ce serait laquelle? Ouais, l'arrivée quand même. L'arrivée. C'est une émotion qu'on aura rarement encore. le fait de retrouver ton ouais. Petit garçon, votre petit garçon. Ouais, on s'en rendait pas forcément compte nous parce qu'on voyait plus trop clair à travers les larmes, mais quand on revoit les photos même de lui, son visage, de sa façon comment il a été, et puis même sa fatigue au lendemain, ça a été fort. Et je pense même pour lui, qui sait pas trop ce qui s'est passé, c'est sûr, c'est des moments quand même qui sont assez incroyables entre la partage entre nous, entre nos amis et avec notre petit bout. Et ça a été des moments où je sais pas si on revivra vraiment ça dans d'autres circonstances. En tout cas, dans le sport, ça sera difficile de le revivre. Ah, c'était unique. Adrien, de ton côté, une image à retenir de ce défi? Pour moi, c'est le partage. C'est le partage avec toute l'équipe, en fait. Parce que c'était vraiment un projet collectif. Et c'était pas que le projet Annelise ou que notre projet, c'était vraiment un projet collectif. Et voilà, donc c'était tout ce côté partage qu'on a vécu, en fait. Moi, je retiendrai le point fort du GR, c'est les 36 heures qu'on a vécu, enfin les 35h50 que l'on a vécu. Voilà, pour moi, c'est les 10 minutes sont importantes, là. Ouais, ben oui, parce que on est passé sous les 36 et je t'avouerai que toute la dernière partie, voilà, j'arrêtais pas de regarder la montre et j'étais persuadé que ça pouvait passer sous 36
et j'ai essayé de mettre le rythme en fonction de l'intensité des couinements que j'entendais derrière moi pour pouvoir arriver à passer sous les 36. Donc ça c'est mon côté compétiteur en fait. Tu vois. Mais du coup non, donc c'est important. Mais non, pour venir cette question, c'est le partage en fait avec tous ces potes qui restera gravé à jamais quoi. Parfait, vous avez été impeccable. Merci d'avoir partagé tout ça. Anne-Lise, si tu me conseillais quelqu'un pour apparaître, pour parler dans le podcast, ce serait qui? Tu aurais envie d'entendre qui? Qui c'est que je pourrais... je sais pas si tu l'as déjà eu, mais je pense même François Daen, ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait être très sympa, franchement. François, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, même Anne-Lise Rousset le demande. Tout le monde le demande, François, si tu... Voilà. Retour de la hard rock, ça sera... Ouais, retour de la hard rock, ça serait cool. Ça serait cool. Donc encore une fois, un nouvel appel. Je crois que le dernier appel à François Daen, c'était il y a 3 semaines. Donc à peu près tous les mois, on a un appel à François Daen. Je réinsiste une nouvelle fois. Est-ce que vous avez l'un et l'autre un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Non. Pas mal parlé. Ouais. Non. On a bien fait le tour. Allez, Anne-Lise, les questions rapides, pas d'arguments. Ton plat favori après le GR20? Le repas chez Lambert. Le repas chez Lambert? Ouais. Faudrait que tu sois plus précise. Du coup, c'était quoi qu'on a mangé? La soupe corse, la tarte aux herbes et le cochon grillé. Ah. Alors, ta boisson favorite après la course? Mais c'est pas la bière, désolé, c'est pas la C'est pas la Pietra. Non, c'était l'Orez. L'Orez. GL bar les deux ou aucun des deux pendant le GR? Il veut pas vraiment. Si je vais dire les bars. Au début. Au début. Au début, pourquoi? Ça veut dire qu'après ça a changé? Non, mais après, il n'y a pas grand chose qui passe. Après, il n'y a plus rien qui passe, c'est tout. Les bars fait maison ou industriels? C'est industriel. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Vent. Tu es plutôt racine ou verglas? Racine. Tu préfères... Alors là, je pense que je vais avoir ma réponse. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De jour. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout, rien du tout, bruit de la nature? Voilà, rien. Rien du tout. Si je te pose une dernière question qui me vient comme ça, est-ce que tu préférerais retaper le record, ton propre record du GR20 ou gagner la diagonale des fous? Revivre le GR. Revivre le GR, c'est une belle réponse. Merci à tous les deux, franchement vous avez été top, c'était un super moment d'échange. On continue si vous voulez bien pendant 10 petites minutes pour répondre aux Patreons qui me soutiennent, que je salue d'ailleurs. Et puis merci en tout cas pour tout, c'était vraiment cool. Merci à vous. Merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation effectuée avec Anne-Lise et Adrien. Et je les remercie une nouvelle fois de m'avoir accompagné dans cet échange et de nous avoir partagé toute leur expérience. Si vous souhaitez retrouver le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn, Strava ou Instagram à Nico Guilleneuf ou Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également intégrer la tribu des Patreons en vous inscrivant sur la plateforme patreon.com/Let's Try le podcast et vous bénéficierez de l'accès à la tribu Strava. N'hésitez pas également, si vous souhaitez aider le projet, à le noter et à mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. D'ici là, j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP, mais n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut! Et alors, par contre, c'est quoi? C'est une caisse de Pietra si on arrive à avoir François. C'est une caisse. Je t'envoie une caisse de Pietra.